Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office Rewind épisode 9. On rigole un petit peu parce que je viens de faire une boulette en commençant l'enregistrement, j'ai dit preview, mais non du tout, on est en rewind. Ça fait quelques semaines que je m'étais absenté dû à des problèmes techniques, je m'en excuse. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver et je suis bien accompagné avec PA. PA, comment vas-tu ? Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très très bien, une belle semaine 9. Il y a eu des déceptions pour nos deux équipes, donc finalement la saison continue tranquillement et normalement pour nous, quoi. Ouais, avec des blessures encore. Donc tout va bien, tout va bien. D'ailleurs, hein, tu es un petit peu le monsieur mise à jour des trades sur le Discord. Et juste avant l'épisode, tu as lâché la petite bombe Marshall Latimore. Voilà, tu voulais me faire pleurer avant l'épisode. C'est gagné. C'est gagné. Il y a encore Camara, faut se le dire. Exactement. Et il a re-signé. Ça, c'est tout bon. C'est dans la boîte. Donc, on rappelle, pour ceux qui peut-être tomberaient sur nous par hasard, en tout cas un bel hasard, retrouvez-nous en @lefrontoffice sur Twitter. Il y a aussi le Discord. Vous avez aussi le Twitch où la semaine dernière, on a fait un live avec toute l'équipe sur le top 11 receiver. On s'est bien marré. Vous pourrez le retrouver d'ailleurs la rediff sur YouTube. N'hésitez pas. Et puis du coup, alors pour le rewind, pour faire court, on va passer l'employé de la semaine. Ensuite, on va faire le gros dossier. On parlera ensuite en évaluation de notre top et de notre flop équipe, le compte-rendu de tous les matchs, et puis bien sûr, le preview de Thursday Night Football dans 2 jours. PA, est-ce que t'es prêt ? Je suis chaud. T'es chaud. Du coup, je vais te laisser introniser ton employé de la semaine. Moi, je vais partir sur Amon-Ra St. Brown, parce que c'était peut-être l'un des matchs les plus attendus de la semaine, voire de la saison. Un match intra-division entre les Lions et les Packers. Et pour le coup, alors il n'a pas fait des stats immenses sur le nombre de yards, mais par contre, en termes de présence sur le terrain, je trouve qu'il a été exceptionnel. 7 sur 7, donc 7 targets, 7 réceptions. Et puis surtout, un touchdown absolument monumental en 4e tentative. Donc vraiment avec cette pression-là du résultat et du catch. Vraiment un catch très difficile. Pour le coup, au-dessus de l'épaule, le long de la sideline, il te fait un catch incroyable. Et derrière, la célébration qui est du même niveau, vraiment top. Allez la voir sur Twitter X si vous ne l'avez pas encore vu. Et ce que j'ai aimé, c'est aussi un petit peu le trash talk avant le match, parce qu'il a porté un pull ou un t-shirt avec marqué Green Bay suck. Donc voilà, le mec est venu en terrain ennemi. Il avait le caleçon bien habité pour porter ce genre de t-shirt. Et puis il a montré sur le terrain que c'était un leader, c'était un monstre. Donc voilà, on en parle depuis déjà facilement 1 an et demi, voire 2 ans du talent du mec. Il a eu un début de saison un tout petit peu difficile, puisqu'il n'était pas trop présent sur le terrain, je trouvais, pas ciblé en tout cas par Goff. Mais voilà, depuis c'est un monstre. Il porte vraiment, l'attaque aérienne avec Goff sur ses épaules. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, match intra-division, donc forcément, il y a du trash talk, c'est obligé. C'était aussi un grand rendez-vous, une grosse rencontre. On l'attendait, cette affiche. Et comme tu l'as dit, c'était pas forcément un Amon-Ra St. Brown exceptionnel, mais en fait, il a fait le travail. Il est venu sur le terrain, il a fait ses réceptions, il a marqué son touchdown, il a été efficace. Et en fait, finalement, j'ai l'impression comme la globalité de l'équipe des Lions, au début de saison, je l'ai trouvé un petit peu en dessous de leur standard, en tout cas de la saison d'avant. Et en fait, c'est aujourd'hui une équipe dans sa globalité qui respire la sérénité. Et ça se ressent sur le terrain. Et ça va gagner presque facilement face à Green Bay. Et voilà, et même on va dire les têtes d'affiche, les stars de l'équipe n'ont pas besoin de se fouler et de sortir leur meilleur match pour s'imposer face pourtant à une équipe des Packers qui tient le bon bout depuis le début de saison, qui est intéressante. Donc voilà, c'était une belle victoire. Et en effet, on aime quand ça trash talk, mais qu'en plus ça répond sur le terrain. C'est toujours le plus impressionnant. Ouais, exactement. Comme tu disais, il donne vraiment la sensation d'être
d'être une grosse équipe, c'est-à-dire une équipe qui va aller sur les terrains, que ce soit à domicile, à l'extérieur, qui va imposer sa vision de jeu et qui va pas vraiment douter. Et pour le coup, on n'a pas senti les Packers, ne serait-ce que 10 secondes dans le match, pouvoir revenir. Et c'est ça qui est ultra impressionnant. Parce que les Packers, pour le coup, ils n'ont pas vraiment démérité. Et en tout cas, ils font pas une mauvaise année, bien au contraire. Donc ça montre juste que les Lions sont tout simplement au-dessus de leur division, parce qu'ils ont aussi tapé les Vikings il n'y a pas très très longtemps. Donc ouais, ils s'imposent clairement dans leur division et dans la conférence. Ça commence à être ultra intéressant pour eux. Peut-être un tout petit peu trop tôt dans la saison, ça on verra. Mais pour le coup, je vois pas en tout cas en conférence qui peut les arrêter. Peut-être une autre équipe que j'ai en tête, mais ouais, ultra impressionnant à voir et super intéressant également à regarder de notre côté en tant que fan de NFL et pas supporter des Lions. C'est ultra plaisant de les voir jouer. Ça alterne magnifiquement entre le jeu de passe, le jeu de course. Enfin, tout est bien huilé. Encore là, on parle que de l'attaque. La défense, je trouve aussi a largement step up depuis le début de saison malgré les blessures de Hutchinson. Donc bravo au coaching staff aussi de ce côté-là. Et puis bon, on est qu'au milieu de saison, mais pour le coup, énorme impression de la part de Détroit. Ouais, et ça a promis une fin de course assez intéressante parce que c'est vrai qu'entre les Lions, les Vikings et puis les Packers, c'est quand même assez serré. Bon, il y a malheureusement, ce que j'avais prédit, mais les Bears qui sont un petit peu derrière, un petit peu à la traîne. Mais c'est une belle division, elle est agréable à regarder et les Lions tiennent leur rang comme ils doivent le tenir en tout cas. Du coup, moi je vais passer à mon joueur de la semaine aussi. Et alors pour le coup, moi ça va être Lamar Jackson. Alors Lamar Jackson, j'avais titré Monsieur 158.3. Donc la petite stat, 158.3, c'est le quarterback rating parfait, donc où qu'un QB peut sortir en match. Et Lamar Jackson est le premier joueur à l'atteindre 4 fois au cours de sa carrière, donc devant les Manning, devant les Breeze, devant les Brady et consorts. Ce qui montre qu'il s'impose de plus en plus aussi en tant que franchise quarterback et puis un solide quarterback. On peut en revenir aussi vite fait, on avait fait le top 11 des QB en tout premier top. Je ne sais plus qui, je crois que c'était GG aussi. Et j'ai été un petit peu sévère avec Jackson, il est en train de me faire ravaler mes vilaines couleuvres en tout cas. C'est intéressant, je trouve sa montée en puissance cette année. Il lance de plus en plus et de mieux en mieux. Et on voit qu'il est bon dans le domaine, c'est très très intéressant. Et du coup, pour revenir dessus, pour rappel, donc le QB rating, il est calculé selon 4 critères, donc comme on le sort, c'est le pourcentage de complétion, le nombre de yards gagnés par passe lancée, le nombre de touchdowns par passe lancée et le nombre d'interceptions par passe lancée. Et du coup, sa petite fiche, à Lamar Jackson, il est à 84,2% de complétion, 3 touchdowns, 0 interception, et il est à 14,7 yards par passe complétée. Donc c'est incroyable. Il s'est même pas foulé au niveau du sol, parce que d'habitude, il court beaucoup. Là, je crois qu'il fait 2 courses pour 4 yards. Donc là, pour une fois, il a été 100% focus sur le jeu à la passe. Ils ont atomisé les Broncos 41-10. Voilà, un Lamar Jackson qui part pour essayer de glaner le titre de MVP. Des Ravens solides. Je sais pas ce que t'en penses, mais ces Ravens avec ce Jackson-là, moi, me font peur. Oui, ils sont impressionnants. Après, ils ont perdu la semaine dernière, donc ça veut dire qu'il y a quand même encore des petites failles. Effectivement. Après, quand Jackson il est à ce niveau-là, effectivement, c'est une équipe qui est difficile à jouer. Mais pour le coup, je me faisais la réflexion avec justement moi mon joueur de la semaine, qui était mon employé de la semaine, qui était Amon-Ra St. Brown. En fait, je me dis que les 2 QB qui sont dans ces 2 équipes, donc les Lions et Baltimore, ne pourraient pas changer d'équipe, ne pourraient pas switcher. C'est-à-dire que je verrais pas du tout Jared Goff dans cette attaque de Baltimore et je verrais pas du tout non plus Lamar Jackson dans cette attaque des Lions. Je sais pas ce que toi t'en penses là-dessus, mais pour le coup, voilà, les 2 ont trouvé 2 équipes qui arrivent à s'adapter aux qualités de leur QB et qui ont modelé, je dirais, l'attaque là-dessus. Voilà, gros jeu aux courses pour les Ravens avec Derrick Henry qui est encore à plus de 100 yards. Et puis une attaque
avec pas forcément des lancers profonds du côté des Lions, mais voilà, plutôt des tracés courts, des tracés intermédiaires, et puis un jeu au sol aussi établi qui permet aussi de créer soit des RPO, soit d'autres jeux, qui permet aussi de libérer les receveurs. Donc voilà, tout est bien huilé, tout est bien adapté pour la qualité des joueurs, et effectivement, Jackson, quatrième fois avec un QB rating parfait, bon, bah, on a hâte de voir sa fin de carrière, quoi, pour voir à combien il va monter. Ouais, exactement. Ouais, moi je te rejoins, je ne sais pas. Alors après, bien sûr, c'est que des suppositions, hein, on peut pas dire. Ça se trouve, ça fonctionnerait à l'inverse. Mais de toute façon, j'ai l'impression que pour le coup, Baltimore, ils ont vraiment cerné leur QB. Ça veut dire que voilà, ils savent ce qu'ils ont avec Jackson et ils ont su l'entourer, ils ont su le coacher pour aller avec lui en fait, parce que bah, le QB, c'est la pièce maîtresse de l'équipe. Et ils connaissent le potentiel de Jackson et j'ai l'impression que ouais, ils ont tout construit autour de lui et pour lui et bah, ça fonctionne en tout cas. Et pour Goff, je sais pas, mais en tout cas, Goff, je sais pas, ça a l'air d'être un mec gentil, ça a l'air d'être un mec sympa. Bon, je dis pas que Jackson est méchant, hein, attention, mais je trouve que Goff, ouais, ça matche bien avec Campbell en fait. C'est deux bons gentils, c'est deux bons nounours. Et pareil, je pense que ça matche bien aussi. Et puis bah, pour le coup, hein, pour rappeler, hein, je pense que l'échange Stafford-Goff, ça a été quand même un des meilleurs trades gagnant-gagnant pour les deux franchises entre les Rams et les Lions. Donc ouais, je sais pas s'il faudrait échanger ces deux places, mais, mais Goff est très bien aux Lions et Jackson est très bien aux Ravens, tout à fait. Du coup, PA, tu veux nous parler de quoi pour le gros dossier de la semaine? Le gros dossier, moi j'en ai un petit peu marre des head coach identité défensive. On a eu 2 matchs cette semaine qui se sont joués en prolongation. Alors, outre le fait que ça joue en prolongation, c'est surtout la manière dont les équipes sont arrivées en prolongation. Je parle du coup des Patriots et des Buccaneers. Ils ont marqué un touchdown dans les 30 dernières secondes. Donc vraiment, il restait plus du tout de temps pour les Patriots, que c'était à 0 secondes de la fin, et pour les Buccaneers, il restait 24 secondes de mémoire. Ça met un touchdown. Et ça préfère faire un extra point d'1 point plutôt que de tenter la conversion à 2 points. Voilà, je trouve ça complètement stupide. On sait que les prolongations, ça peut amener de la fatigue et des blessures. Qu'on ne sorte pas son piternel, j'ai fait confiance à ma défense. Ok, super, top. Bah, par contre, c'est ton attaque qui vient de mettre un touchdown, en fait. Donc, fais-lui aussi confiance. Une conversion à 2 points, c'est tu te lances au niveau des 2 yards de la end zone, quoi. Donc, essaye de faire confiance sur un jeu de course, sur un jeu de passe, peu importe. Et ce qui me fout encore plus en l'air, c'est que ces 2 équipes sont allées en prolongation et ont perdu. Donc, on sait que quand tu arrives en prolongation, il y a toujours cette règle-là du premier touchdown marqué par la première équipe remporte le match, ou alors si tu mets un field goal et que l'autre équipe ne met rien, tu gagnes aussi. Ça reste toujours un jeté de pièces, en fait. Ça tombe pile ou face et jamais trop de chance. Les Chiefs ont beaucoup de chance sur les dernières années avec ce jeu-là de pile ou face, parce qu'ils récupèrent la balle constamment au premier, ou quasiment constamment. Et voilà, enfin, celui des Bucks, en plus, je comprends d'autant moins parce qu'il s'était pris 2 touchdowns quasiment coup sur coup. Il y avait eu un punt avant justement l'égalisation par touchdown, mais c'était à un peu plus de 2 minutes de la fin. Donc voilà, les Chiefs avaient tenté 2 jeux de course et un jeu de passe qui a foiré. Ça arrive, mais clairement, ils jouaient la montre, ils jouaient l'horloge. C'est pas une équipe des Chiefs qui avait décidé de mettre un 3 points ou d'aller mettre un touchdown. Ils jouaient vraiment la montre. Donc c'est pas... Enfin, faut toujours arrêter, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est pas non plus une démonstration défensive de la part des Bucks, alors qu'on les sentait quand même relativement en souffrance sur la fin du 3e quart et le 4e quart-temps. Donc c'est d'autant plus stupide de leur côté, côté Patriots, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu avais à perdre, en fait? C'est juste ça qui me gonfle. C'est bien, tu mets un point, derrière tu fais une prolongation, et tu perds le match. Et en fait, tu perds un peu ton équipe en faisant ça. Fais confiance à ton attaque, quoi. Ils viennent de mettre un touchdown, que ce soit beau, pas beau, peu importe, mais ils viennent de quasiment revenir à égalité. Fais leur confiance, quoi. Voilà, ça me fout en l'air parce qu'on voit plus de tentatives et de jeux tentés sur des conversions de points avec des head coachs offensifs que des coachs défensifs qui vont être beaucoup plus dans la retenue et justement privilégier ce côté défensif de l'équipe. Et je trouve ça stupide, en fait. Et, bah, on voit les équipes qui tournent mieux sont avec des head coachs plutôt offensifs. Donc voilà, le petit coup de gueule de la semaine. Non, mais je te rejoins, surtout que pour le coup,
les Patriots, bon, désolé, hein, mais je pense que tu en as conscience, mais les Patriots, cette année, ils jouent rien. Donc, Mais c'est ça. pourquoi, en fait, pourquoi pas tenter comme une sorte de saison un peu laboratoire où tu tentes des choses, tu dis on y va, si on se casse les dents, c'est pas un petit peu à la manière des Cardinals de la saison dernière. Ils connaissaient leurs forces, ils connaissaient leurs faiblesses, ils savaient qu'ils avaient plus de faiblesses que de force, mais ils allaient jusqu'au bout du truc, quitte à tourner à la caricature, pardon, sur certains plans de jeu, mais ils y allaient à fond. Donc en fait, utilise ça pour tester des choses, tester tes joueurs, aussi pousser tes joueurs, voir comment ils peuvent, sur une situation voilà, où ils sont un petit peu dos au mur, comment ils peuvent c'est l'action en fait. Ils ont une action, ils marquent, ils gagnent, ils marquent pas, ils perdent et puis basta. Et pour le coup, c'est vrai que bon, les Bucks, c'est vrai qu'ils avaient un petit peu baissé de régime en fin de match, mais moi je les ai trouvés très intéressants sur tout le match et je pense que c'était vraiment le match où ils pouvaient aller titiller et chercher les Chiefs et ils avaient quand même réussi de belles choses sur tout le match et pourquoi pas tenter sur ça aussi finalement. Alors bon, il y avait peut-être ce côté plus cette retenue où derrière il faut aussi raccrocher les Falcons qui sont quand même devant. Eux pour le coup les Bucks ils ont toujours possiblement la tête de la division à prendre. Ouais. Donc c'est peut-être un peu plus complexe que les Patriots, mais quand même, tente-là, quoi. Surtout que Mayfield, il fait un match. Bon, de toute façon, on en discutera après parce que moi, je parlerai des Chiefs normalement, si j'ai bien marqué ça dans le planning. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage et je te rejoins tout à fait. Moi, au départ, j'avais mis autre chose, mais vu que tu parlais des coachs, des head coachs défensifs, moi, je voulais parler de Dennis Allen, forcément, qui s'est retrouvé viré. Pareil, dans le genre. Donc, bien content que le monsieur soit enfin viré de l'équipe. Alors, d'un aspect sportif, hein, forcément, on parle de quelqu'un qui perd son métier. Bon, même s'il avait un bon salaire, faut quand même dire qu'il y avait besoin. Sur les réseaux, certains se demandaient c'était dommage, fallait peut-être tanker avec lui jusqu'à la fin pour une bonne place. Non, virons-le là. De toute façon, la saison pour les Saints, elle est foutue. Tentons un nouveau gars, tentons une nouvelle approche. Merci Dennis Allen pour tout, surtout de ton point de vue, de ton analyse défensive. Ça a été un très bon défensif coordinateur. C'est un très mauvais head coach. Il n'y a pas de souci, je suis sûr qu'il retrouvera d'ici la saison prochaine une place de défensif coordinateur dans une équipe parce qu'il a vraiment du talent pour, mais il n'a pas les épaules pour gérer à lui tout seul une franchise, notamment sur le terrain et tenir un vestiaire. Et alors, est-ce que les head coachs défensifs sont plus frileux que les head coachs offensifs? Vous avez 4 heures pour répondre à cette question. C'est complexe, mais je sais pas. Mais ouais, moi je l'aurais tenté les 2 points. Franchement, quitte à perdre, c'est pas grave. Au moins tu perds en ayant tenté quelque chose et t'as pas de regret surtout. Ouais, et puis c'était deux équipes qui jouaient à l'extérieur, qui n'étaient pas favoris non plus de leur match, en fait. Donc, pourquoi vouloir jouer un petit peu à la sécurité là-dessus? Ouais, c'est juste dommage, en fait, parce que derrière, bah, t'as l'air con en prolongation et tu perds, en fait. Donc, c'est juste dommage. C'est vraiment cet aspect-là qui me rend dingue. Et pour le coup, pour appuyer un petit peu en plus sur le Titans Patriots, quand tu vois le touchdown de Stevenson sur la passe de Drake May, il met plus de 11 secondes à la lancer parce qu'il arrive à se débarrasser des défenseurs. C'est le deuxième plus long dans l'histoire de temps de lancer pour un touchdown après celui de Jaden Daniels la semaine dernière sur le Hail Mary. Ou cette semaine d'ailleurs. C'était la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus. Semaine dernière. Mais voilà, tu sens que le momentum en attaque, tu l'as, et que le momentum défensif de l'équipe adverse, ils l'ont absolument plus. Ils viennent de se prendre un touchdown sur un jeu de 11 secondes. Ils sont cramés. Tente-le, quoi. Tente-le, t'as que 2 yards à faire. Si c'est un jeu de course, essaye. Si c'est un jeu de passe, essaye. C'est extrêmement frustrant, je pense, pour les joueurs en attaque. Pour les squads offensifs, je pense qu'eux, ils doivent l'avoir bien, bien mauvaise. Ouais. Mm. Et, du coup, des deux côtés, hein. Des Bucks et des Pats. Hein. Tout à fait. Et du coup, Drake May, du coup, t'en es content ou pas pour l'instant? Oh bah oui. Après, il fait deux interceptions en prenant en compte celui de l'overtime plus un fumble. Mais non, c'est une équipe de 53 joueurs, mais en fait, tu as Drake May et 52 poubelles, quoi. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais, je mets Gonzalez, parce que bon, c'est mon petit cornerback coup de cœur. Mais non, le reste, c'est quand même très compliqué. On verra à la fin de saison s'il y a du changement ou pas sur l'équipe et sur ceux qui gèrent l'équipe. Mais ouais, au moins on a ces petites étincelles, fans des Patriots,
sur chaque week-end de se dire bon bah c'est cool, on va voir un peu de Drake May, mais on sait que ça va être compliqué sur le reste des escouades. Donc bon bah on se satisfait de ça. Tout à fait. Non, mais c'est bien, au moins, il repart, il part avec un petit peu d'expérience engrangée pour la saison prochaine, tu vois. Donc, au moins, c'est ça qui est positif, quoi. Et il rend meilleur les autres, et puis on sent qu'il y a quelque chose. On sent que le mec a du talent, a vraiment quelque chose à proposer, donc c'est rassurant pour le futur. J'étais pas ultra chaud personnellement de le lancer sur le terrain vu la tronche de la ligne offensive. Moi non Il plus. s'avère que ça, en tout cas, du côté du coaching staff, ça a été une bonne décision parce qu'effectivement, il prend de l'expérience, il bonifie la ligne offensive, puisque pour le coup, elle tient beaucoup mieux sur le pass pro. Et voilà. Donc on a des bribes du talent qu'il peut avoir et je pense que ça va encore plus s'améliorer sur les années à venir. Donc, bon, le future is bright du côté des Patriots, on va l'espérer. Exactement. Je vous le souhaite, en tout cas. Et du coup, moi, pour parler de mon gros dossier, ben moi, j'ai parlé de Garrett Wilson. En plus, on l'a évoqué la semaine dernière, le petit Garrett Wilson. Alors qui a été titré la réception de l'année, la réception de la décennie, la réception de tous les temps, on ne sait plus. De toute façon, c'est les Américains, plus c'est gros, plus ça passe et plus ça vend de toute façon. Donc, petit moment, je vais faire mon petit Pierre Bellemare. On va faire la petite remise en contexte. Donc, on est au 4e quart-temps. Il reste 13 minutes à jouer et les Jets sont menés 10-7 face aux Texans. Les Jets ont la balle en 3e et 19 à 30 yards de la end zone. Aaron Rodgers lance une petite bombe sur Garrett Wilson qui attrape la balle d'une main et qui s'impose face au corner Kamara Lassiter. Touchdown. Alors, le touchdown a été revu parce que pour certains, il n'était pas accordé. Il y a ce petit problème au niveau de la jambe. Est-ce qu'avec avec le genou, avec le tibia, tout ça, est-ce que c'est dedans ou non? Bon, ça a été passé. Si vous voulez un petit peu plus de précision sur ça, vous avez aussi ces bons vieux Jets qui sont revenus sur ça et qui ont dit quelque chose, je trouve, de très intéressant. Je les ai écoutés hier, qui disaient que c'est vrai que ça a été mis par la commission et ça a été cité comme quoi, pour le jeu, pour le sport, pour le flashy et surtout pour parler de la ligue, des Jets, c'était bien de l'accorder. Donc, est-ce que c'est 100% un sport? Est-ce que c'est 50% sport, 50% de show? Ça, tout le monde pourra philosopher dessus. En tout cas, ça a été accordé. Néanmoins, ça n'enlève rien au catch, qui est magnifique. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça fait un petit clin d'œil, parce que finalement, ça a rappelé un petit catch d'un certain Odell Beckham Jr., quand il ne jouait pas encore en EHPAD, quand il était encore jeune et vigoureux. Et c'était il y a 10 ans, quasiment jour pour jour. C'était le 23 novembre 2014. C'était face à une autre équipe texane, celle des Cowboys. Et c'était également au MetLife qu'il avait sorti ce catch de feu de Dieu. Donc voilà, j'étais content. Moi, j'avais classé Garrett Wilson. Je ne l'avais pas mis dans ce fameux groupe 2. Donc je l'avais mis dans mon top 20. Très très bon joueur. Il a sorti un très gros match. Les Jets en plus s'imposent presque avec la manière, je trouve. Et Garrett Wilson en est un des acteurs majeurs. Et puis samedi, alors pour ceux qui suivent peut-être, je regardais un petit peu de college football et je suis resté sur le match entre Duke, les Blue Devils de Duke face aux Hurricanes de Miami. Et le receveur de Duke, Jordan Moore, a sorti quasiment le même catch, un catch de fou entre deux défenseurs. Alors ça fait pas touchdown, mais c'est un catch magnifique. Je vous invite à aller le voir. Je pense que vous pouvez retrouver sur Twitter ou sur YouTube le highlights. Un magnifique catch d'un coup de Jordan Moore, receveur de Duke. Donc voilà, c'est beau, on apprécie ce genre d'action, ça fait rêver, ça fait se lever de son canapé. Donc voilà, donc c'est magnifique, quoi. Ouais, je viens de le voir à l'instant, effectivement. On dirait ça ressemble beaucoup au catch de Keon Coleman l'année dernière en université aussi. Ah bah voilà. Vraiment, il y a une extension incroyable pour aller chercher la Ouais. balle qui doit finir en interception parce qu'il y a le safety qui arrive juste derrière. Ah ouais, non, il est très très joli. Ouais, bloqué entre des défenseurs et tout, la main sur vraiment, en plus la main avec le poignet vraiment derrière, cassé et tout. C'est incroyable. En plus, pour ceux qui ont peut-être jamais tenu de
ballon de foot US de leur vie, c'est quand même une sacrée balle hein, à tenir en main comme ça. Donc déjà, à réceptionner de deux mains, c'est pas simple. Donc d'une main, c'est encore... Bon, après, ils ont des mains qui font deux fois nos cuisses. Hein, donc forcément, ça aide également. Mais ça n'enlève rien au mérite et à l'action. Donc voilà, Garrett Wilson, j'aime beaucoup. Je le trouvais un petit peu effacé en début de saison. Là, je trouve qu'il s'impose de plus en plus. Alors, je pense qu'il n'était pas le seul fautif. Parce que bon, en coordinateur offensif, on a Hackett. Et quand on a Hackett, on part forcément avec un handicap. Tu vois, on part forcément avec 3-0 sur FIFA d'avance. Et puis peut-être aussi, il y avait le côté Rodgers aussi qui s'est beaucoup appuyé sur Lazare. Du coup, il était peut-être un petit peu effacé, mais il revient en force et il est impressionnant et il fait partie des meilleurs receveurs actuellement en tout cas. Mm. Ouais, il m'avait un peu déçu sur le début de saison, mais là, j'avoue, depuis 2 matchs, ouais, il relâche pas les ballons, il les catch parfaitement bien, donc impressionnant, très très impressionnant. Tout à fait. Eh ben écoute, du coup, on va commencer positivement peut-être. Évaluation top équipe. Quelle est ta top équipe PA? Moi, j'avais une petite mention avant, parce que du coup, on n'en a Vas-y. pas parlé. Enfin, je voulais pas faire en fait un gros dossier sur lui, mais impressionnant ce qu'a réalisé Saquon Barkley dans le match, où il a inventé quelque chose qui devrait apparaître sur Madden dans les prochaines années, je pense. J'espère pour eux. Il a fait un juke move suivi d'un je sais pas comment appeler ça, un back hurdle, je sais pas en fait. Il a sauté par-dessus un adversaire, mais en étant dos à cet adversaire. C'est juste phénoménal ce qu'il a fait. Ce mec est un monstre. Et pour le coup, depuis le début de saison, on voit que c'est un running back, peut-être le meilleur running back de la NFL. Je pense que les supporters des Giants doivent un petit peu pleurer son départ, surtout chez un ennemi. Mais ouais, on voit qu'il apporte quelque chose au sein des Eagles. Et transition, parce que moi, c'est mon équipe top de cette semaine. J'ai le sentiment qu'on en parle moins ou pas beaucoup du fait d'un début de saison qui était un petit peu morose de leur côté et aussi de l'explosion des Commanders cette année, mais ils sont toujours en 6-2 en fait dans leur division, donc très très proche d'être leader parce que les Commanders sont juste une défaite en moins, et surtout depuis leur retour de bye week, je les trouve très impressionnants. Il y a eu un match difficile contre les Browns, qu'ils ont remporté 20-16, mais les 3 derniers matchs contre les Giants, les Bengals et les Jaguars, c'est ultra impressionnant. Ça a fini en 28-3, en 37-17 et en 28-23. Donc, on voit déjà qu'offensivement, il y a une amélioration. Alors, coïncidence ou pas, mais AJ Brown est aussi revenu à ce moment-là. Moi, je ne crois pas trop à l'incoïncidence et je pense que c'est une pièce extrêmement importante de cette attaque-là. Oh oui. On a l'impression que la ligne offensive tient quand même beaucoup mieux et laisse plus de temps à Hurts pour pouvoir lancer. Et puis défensivement, j'ai l'impression aussi que les pièces commencent à bien se mettre en place. Les Eagles qui n'ont pas forcément l'habitude de faire jouer leur rookie, quelles que soient les positions, bah là, Cooper DeJean, par exemple, il joue énormément. Donc voilà, ça s'appuie sur de la jeunesse. Ça commence vraiment à prendre forme des deux côtés du terrain. Je parlais des Lions en début d'émission. Je vois bien les Eagles être un vrai contender contre les Lions. Donc ouais, impressionnant. Et puis comme je l'ai évoqué juste avant, Saquon Barkley, c'est quand même une pièce très très importante de leur attaque au sol et aérienne. Donc pour l'instant, il n'est pas blessé. On sait qu'il est assez injury prone, comme on peut appeler en anglais. Mais ouais, je suis très hypé par cette équipe. Je les voyais très haut cette année. Ils avaient mal commencé, mais voilà, depuis la bye week, top. Donc à voir pour le reste de la saison. Il va y avoir 2 confrontations contre les Commanders, parce qu'ils ne se sont pas encore rencontrés. Une contre Baltimore qui peut être intéressante. Après, voilà, il y en a 2 contre Dallas. On y reviendra dans cette émission. Mais le reste du calendrier semble abordable, hormis effectivement Baltimore et Commanders, pour voir un petit peu où ils peuvent se situer justement par rapport à des adversaires qui eux aussi vont être contenders playoff, voire plus pour les Ravens. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Pour revenir sur Saquon Barkley, ouais, magnifique move. Et puis, ouais, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête.
Il s'est dit ouais, bah un saut de mouton c'est bien, mais c'est saut 2000, donc moi je vais faire ça, mais de dos, et ça Un va back être saut de bouton. voilà, exactement. Et puis je vais taper mon meilleur highlights comme ça. Je crois d'ailleurs vous pouvez le retrouver, hein, pour la petite auto-promo, vous pouvez le retrouver sur le Discord, parce que je crois 15 minutes avant qu'on enregistre, il y a, on lui passe le bonjour, il y a Grixi, j'écorche son prénom, tu m'en voudras pas, mais qui l'a balancé, la petite vidéo justement de ce move génialissime de Saquon Barkley. Donc si vous voulez le voir, bah, venez sur le Discord pour ceux qui n'y sont pas encore. Et incroyable. En tout cas, ouais, Saquon Barkley, il s'est bien relancé. Bonne pioche du côté des Eagles. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Depuis la bye week, j'ai l'impression qu'ils se sont mis un peu les idées en place. Je pense que ça leur a fait du bien à cette petite pause, parce que depuis la fin de saison dernière, c'était un petit peu catastrophique et ils avaient peut-être besoin aussi de souffler un peu. C'est le cas. Ils sont bien repartis. On espère pour eux, en tout cas. On espère que ils vont bien repartir de l'avant comme ça, et qu'ils vont aller titiller les Commanders, qui sont la bonne surprise et qui, c'est vrai, effacent peut-être un peu les Eagles qui décevaient depuis un moment, alors que les Commanders, c'était tout l'inverse, c'était plutôt de la hype semaine après semaine. Donc c'est beau. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est moi je l'avais enlevé parce que j'avais pas vu, et moi ma flop équipe de base, c'était les Jaguars. Parce que les Jaguars, pareil, ils me font souffler, les Jaguars, j'en ai marre. Les Jaguars, on dirait que ça va, mais en fait, ça va pas. Et ils nous rendent encore une fiche. Alors, ce qui est marrant, c'est que si on va voir, si vous allez voir le box score, hein, premier quart-temps, 7-0 pour Philly. Deuxième quart-temps, 9-0 pour Philly. Et du coup, ils sont à, si je compte bien, à 16-0 à la mi-temps. Et puis du coup, à la mi-temps, les Jags, ils se disent « Ah bah oui, attends, c'est vrai, on joue au football aujourd'hui, c'est vrai, il y a un match. » Donc ils se réveillent au troisième quart-temps et ils mettent 16 points, mais c'est trop tard. Tranquillement, mais sûrement, Philly va mettre 6 points respectivement au troisième et au quatrième quart-temps. Et les Jacksonville Jaguars vont perdre encore de peu, avec un Trevor Lawrence. Moi, j'avoue que j'essaye de le défendre contre vents et marées, Trevor Lawrence, parce que j'apprécie le joueur, parce que c'était un des rares gars que j'arrivais à suivre en collège football à l'époque, tellement il avait une médiatisation forte. Donc je me suis pris d'attachement pour le bonhomme, mais là, c'est vrai que c'est défendre l'indéfendable. Il rend une fiche de 16 passes complétées sur 31 tentées, 169 yards, 0 touchdown, 2 interceptions. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le jeu au sol, ça rame. Clairement, Travis Etienne et Tank Bigsby, ça fait pas du tout le boulot. Ça patine de fou. Et puis, quand ton meilleur receveur, c'est ton tight end avec Evan Engram. Alors, on connaît la bonne connexion entre Engram et puis Lawrence. Mais c'est qu'il y a sûrement un problème. Néanmoins, j'aime beaucoup, même s'il sort pas son meilleur match, mais j'aime beaucoup le rookie. On n'en parle pas beaucoup parce que Jacksonville, c'est compliqué cette saison, mais Brian Thomas, j'aime beaucoup ce qu'il fait pour l'instant. Je pense qu'il y a du potentiel à s'imposer doucement mais sûrement dans l'équipe sur le long terme, à être la cible principale peut-être de Lawrence. Mais voilà, c'est poussif, et il y a que du regret en fait du côté de Jacksonville, j'ai l'impression. Ouais, on a l'impression. Enfin, il y a quand même des matchs où c'est serré, mais qu'ils ne le remportent pas, donc c'est un peu dommage. C'est une saison à oublier de leur côté, Ouais. déjà. Et je reviens sur ce que j'ai dit, du coup, c'est même mieux pour les Eagles, parce qu'ils ont le même nombre de défaites que les Commanders, c'est-à-dire 2, mais ils ont juste un match de moins, parce qu'ils étaient en bye week en semaine 5. Donc le fameux match contre les Commanders, il va être ultra intéressant dans, si je dis pas de bêtises, 2 semaines. Oh, ça va être beau. Ouais, ça va être très très intéressant. Ouais. Tout à fait. Écoute, moi je vais passer à ma top équipe. Alors ça va être presque vite vu, parce que bon, déjà c'est Kansas City, donc est-ce qu'il y a grand chose à dire à part qu'ils énervent tout le monde à être trop parfait. C'est vraiment le premier de la classe qui est devant. C'est le personnage là de Gad Elmaleh là, c'est le blond. Tu sais, c'est le blond qui réussit tout là, qui est parfait. Et puis toi, t'étais le mec à côté, t'étais le brun là qui est tout naze, qui est tout raté, et c'est magnifique. On passe le bonjour à tous les blonds et les bruns de France, hein, en tout cas. Mais voilà, Kansas City, ils sont à 8-0. Kansas City, même quand on essaye de les titiller, non, ça arrive à s'imposer tranquillement, mais sûrement, presque.
J'y ai cru un moment aux Bucks. Je me suis dit, ils vont le faire. J'aime beaucoup Baker Mayfield. Je pense que là, ça y est, c'est acté. C'est acté pour Tampa. Ils ont trouvé leur QB futur des prochaines années parce que vraiment, faut quand même rappeler et souligner que Evans et Godwin ne sont pas là. Donc les deux cibles stars. Faut aussi voir l'affiche au niveau du jeu au sol qui est un petit peu cataclysmique du côté des Buccaneers. Le meilleur runner, c'est Bucky Irving avec 7 courses pour 24 yards. Donc ça en dit long. Et j'aime beaucoup aussi, depuis l'année dernière, Cade Otton, le tight end aussi, qui fait vraiment une grosse saison là cette année. Et on le disait, quand Evans et Godwin sont sortis, on s'est dit ça va être le moment de Cade Otton, ça va être à lui de sortir et de montrer qu'il peut s'imposer. Et il le fait bien. Donc vraiment très content et très intéressant. Puis de l'autre côté, comme d'hab, un Patrick Mahomes, est-ce qu'il a besoin de forcer ou non, mais en tout cas il décide quand il a envie de faire la passe ou non, il décide quand il a envie de gagner ou non. Jeu au sol, Kareem Hunt, il a sorti un très très gros match, une très grosse fiche, 27 portées, 106 yards. Travis Kelce aussi, ça y est, les playoffs approchent doucement mais sûrement, il commence à sortir. Il a enlevé ses AirPods là, et il a arrêté d'écouter Getaway Car de Taylor Swift, et ça y est, il se met en marche. DeAndre Hopkins, moi je l'avais placé dans mon top 11. Le vieux n'est pas mort, il est là. Il a fait un très très beau match. Moi je suis très content de ce qu'il rend. Ça fait plaisir. Alors ça fait plaisir pour lui et surtout ça fait plaisir aussi pour les Chiefs. Bon, après les Chiefs, j'ai l'impression que de toute façon, s'ils avaient 3 receveurs issus de Leader Price, de toute façon ils pouvaient faire des merveilles. Mais là voilà, avec un mec avec de l'expérience et avec encore une classe, j'allais dire mondiale, mais de toute façon ça se cantonne aux États-Unis, la NFL, mais avec une classe NFL-esque, on va dire, si je peux inventer un mot, un terme. Vraiment il va y avoir de l'impact et j'ai l'impression que ça va monter aussi en puissance de ce côté-là. Et je regardais PA parce qu'à un moment je me suis enflammé. Alors mon enflammade a duré 2,5 secondes. Je me suis dit, est-ce que les mecs ne veulent pas en plus aller taper une 3e bague d'affilée? Est-ce qu'ils voudraient pas taper la saison parfaite? Ça va être un petit peu compliqué. Parce que notamment ils vont rencontrer les Panthers. Ils vont rencontrer les Panthers. Oui. Bah tu peux en parler, hein. Ouais, les terribles Panthers qui nous ont marché dessus d'ailleurs. Mais bref, passons, c'est une vilaine histoire. Mais non, mais ils vont retrouver les Bills par exemple. Ils vont retrouver à l'extérieur. Ils vont retrouver les Texans aussi. Bon, alors les Texans, c'est un peu plus compliqué cette saison, j'ai l'impression, mais ça reste quand même des clients solides. Mais est-ce qu'ils peuvent sortir avec une fiche avec un petit, je sais pas moi, un petit 14... Ouais, un petit 14 victoires, parce que dans le lot, il y a quand même les Broncos, les Riders, les Chargers et les Browns. Ouais, moi je vois 2 matchs, allez, 3, où ils peuvent être mis en danger, et je mets complètement les 2 confrontations contre les Broncos, parce que intra-division, parce que tout ça. Et moi j'ai plutôt les Broncos en haute estime, donc ça peut être aussi un danger de leur côté, mais vraiment sur des contenders playoff, à l'extérieur contre les Bills, ça va être compliqué. Ouais. À domicile contre les Texans, et moi je vois bien le match piège en avant-dernière journée à l'extérieur aux Steelers. Ah ouais, les Steelers. Celui-là, tu sens le petit piège. Hein. C'est le 25 décembre. T'as encore, je sais pas s'ils mangent de la dinde autre que Thanksgiving, mais ils auront encore de la viande plein de bide. Ouais, ça peut être un match un petit peu dangereux pour eux. Et puis à surveiller déjà sur la prochaine journée l'état de la cheville de Mahomes, parce qu'on a vu qu'il a été un petit peu en difficulté sur la fin du match. Donc ça peut être aussi un élément à prendre en considération. Mais ouais, quand tu vois qu'ils ont déjà tapé les Ravens, les Bengals sans trop de difficultés. Tu dis que le reste, et les Niners, si je les ai oubliés, tu dis que le reste du calendrier a l'air autant abordable, si ce n'est plus. Donc oui, c'est pas interdit qu'ils fassent une saison parfaite. La dernière équipe à l'avoir fait, ils ne sont pas allés au bout au Super Bowl. Donc je pense qu'ils rendraient bien 2 petites défaites en saison régulière pour aller décrocher leur 3e bague consécutive, je pense. Ouais, et puis surtout peut-être que si t'arrives, je sais pas, en décembre avec... que des victoires ou en tout cas juste une défaite, est-ce que tu mets peut-être pas les pièces maîtresses aussi un petit peu en repos
Alors, histoire d'être aussi à 100% du côté des playoffs pour pas se retrouver avec des petits bobos. Peut-être pour les garder, parce que là, clairement, hein, on le voit, hein, les Chiefs, de toute façon, on le savait, mais là, eux, c'est la bague ou rien, hein, cette saison. Hein. Ça, pour moi, ça dépendra du match contre les Bills, qui a lieu relativement tôt. Hein, si je regarde le calendrier, ben, je l'ai perdu. Ouais, le 17 à Ouais, 10h25. c'est dans 2 rencontres. Ouais. Je dis ça parce que les Bills sont en 7-2 et les Chiefs sont en 8-0. Donc, pour l'instant, les Bills n'ont que 2 défaites. Ils mettront en repos si jamais ils ont 2 défaites d'avance, si on peut dire, ou 2 victoires, pour être sûr d'avoir le seed numéro 1 pour les playoffs. Je pense que c'est plutôt là-dessus que ça va jouer. Si ils sont encore en balance avec le seed numéro 1 contre eux, je ne sais pas, par exemple les Steelers, puisqu'ils sont aussi à 6-2, pourquoi pas les Texans ou les Bills qui sont à 7-2. À mon avis, ils joueront avec les titulaires jusqu'au bout. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah, en tout cas, bon, de toute façon, eux, on les retrouve en play-off. J'ai l'impression que, de toute façon, c'est toujours la même chanson. On va les retrouver hauts, on va les retrouver dominants, et puis on va les retrouver au Super Bowl à tous les coups. Avec une bague. Avec une bague, pour changer, exactement, pour changer avec une bague. Et ta flop équipe, du coup, parlons un petit peu plus des équipes qui déçoivent maintenant. Ouais, équipe qui déçoivent sur la semaine depuis le début de saison, je trouve. Les Cowboys. On ne sait pas trop où va l'équipe en fait. Il y a eu des blessures en début de saison, certes. Mais là, concrètement, ils se sont fait marcher dessus par les Falcons, j'ai trouvé. On peut lancer un avis de recherche sur la défense qui était quand même extrêmement forte l'année dernière. Alors oui, il y a eu le départ de leur coordinateur défensif, qui est coach maintenant chez les Commanders, c'est Mike Zimmer qui est arrivé, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu énormément de changements, en tout cas sur ce côté-là du ballon dans cette escouade-là. Et ça commence à devenir une des pires équipes ou une des pires escouades de la ligue, donc c'est un petit peu bizarre. En attaque, c'est pareil, ils se sont pris 3 sacs sur ce match-là contre les Falcons, qui était la pire équipe dans ce domaine avant ce match. Donc c'est aussi bizarre. On sait que voilà, la ligne offensive, elle est un petit peu en reconstruction, mais bon, on se prend 3 sacs quand même contre un faible pass rush des Falcons. Bon, ça pose quand même question. Dak Prescott qui s'est blessé sur ce match, il est sur Injured Reserve, donc 4 semaines minimum d'absence. CeeDee Lamb aussi, il a été blessé sur un catch ou presque catch, où s'est blessé à l'épaule. Donc voilà, je vois pas du tout où part cette franchise. À mon avis, pas en playoff cette saison. On l'avait déjà un petit peu teasé, mais c'est vrai que on commence à en prendre conscience. Et ça fait un petit peu bizarre, parce que l'année dernière, malgré tout, ils avaient fait un très très bon bilan, malgré la défaite en playoff contre les Packers. On disait toujours que les Cowboys, c'est une équipe de saison régulière un peu plus en difficulté sur les playoffs. Bah là, même en saison régulière, c'est extrêmement difficile. Et puis, pour ajouter en plus un élément, avant l'émission, on a appris que les Cowboys avaient tradé pour récupérer Jonathan Mingo des Panthers. Alors, outre le fait d'aller chercher un receveur, pourquoi pas, parce que ça reste une faiblesse dans l'escouade offensive. C'est la contrepartie qui, moi, me pose question. Tu balances un 4e tour de draft pour un joueur qui était même pas, qui était facilement 3e dans la depth chart d'une faible équipe, des Panthers. Donc, ça pose quand même question sur le propriétaire, sur le general manager. On sait que de toute façon, le GM, c'est le fils de Jerry Jones, donc il ne va pas le lourder concrètement. Donc, on sait que voilà, le fusible facile, ça sera McCarthy. C'est pas déconnant de le virer vu ce qu'il propose, mais en même temps, j'ai pas le sentiment que ce soit le seul fautif de cette situation, parce que Jerry Jones avait dit clairement depuis de nombreuses années que c'est lui qui draftait pour l'équipe. Donc il y a quelques années, ça fonctionnait plutôt bien. La draft de cette année a beaucoup moins de réussite, et les joueurs sont peut-être moins adaptés, je dirais, au système qui est mis en place au sein des Cowboys. Donc saison très difficile, c'était un petit peu attendu, mais à ce point-là, c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Donc pour moi, une grosse déception de cette semaine et de la saison de manière plus générale. Ouais, bah, je pense que t'as tout dit. Pareil, moi, les Cowboys, je sais pas trop où ils vont. Offensivement, ça déçoit. Défensivement, ça déçoit. Ouais, Jerry Jones, ça fonctionnait au début quand il a pris... en tout cas, qu'il était un petit peu celui qui coordonnait tout ce qui était... transfert, draft et compagnie, j'ai l'impression qu'il reste sur ses acquis et que depuis quelques saisons ça stagne les Cowboys, et bah, au bout d'un moment de stagnation trop grande,
ça commence à décliner et j'ai l'impression que c'est ça. Alors que des Bills qui au début, moi, m'inquiétaient en début de saison et j'étais pas le seul, eux ont réussi à renouveler et à avoir quelque chose de plutôt homogène et qui fonctionne bien. J'ai l'impression que les Cowboys, c'est tout l'inverse. Et, et voilà, ils en payent les frais. Bon, alors du coup, ouais, Prescott en repos. Écoute, vu la saison, c'est peut-être pas plus mal. C'est Cooper Rush qui reprend du coup le flambeau. Je crois que c'était déjà ça la saison dernière ou la saison d'avant. Non, il y a 2 ans. Ça avait pas été trop mal en plus qu'il avait montré au Cooper Rush. Donc pourquoi pas, autant le faire jouer, autant faire jouer ceux sur le banc. De toute façon, ouais, j'ai l'impression, au vu de l'état de forme, on en discutait tout à l'heure, des Eagles et puis des Commanders, ouais, ça va être la saison un petit peu de trop pour les Cowboys. De toute façon, on sait, ça allait s'imposer peut-être en saison régulière et puis ça allait faire un petit tour tranquillement en playoff et puis merci, au revoir. Donc c'était peut-être le bon moment. Puis vite fait pour parler quand même des Falcons qui ont remporté leur match. Bon, elle est là. Moi, je ne voulais pas la voir, mais la montée en puissance des maudits Piaf d'Atlanta est en marche. C'est assez intéressant. Kirk Cousins qui gère d'une main de maître cette attaque. La défense qui n'est pas exemple de tout reproche, mais qui fait le travail. Et puis voilà, comment on appelle ça, un Drake London qui vraiment pour le coup s'impose, même si sur ce match-là il était un petit peu derrière. Le jeu au sol, ça fonctionne toujours, donc voilà. Atlanta est bien parti, surtout si je ne m'abuse, ils sont en 5-0 en division, donc ils sont bien partis quand même pour aller choper la première place de la division. Donc bravo à eux, ça me fait mal de le dire, mais bravo à eux. Et puis j'ai l'impression que cette année, les Cowboys, ça va rater les playoffs, mais c'est peut-être pas plus mal pour eux, ça va peut-être les faire réagir, parce qu'aller tous les ans en playoffs, on se dit, ouais, bon, ça va, il y a quelques détails à régler pour passer ces playoffs, mais au-delà de ça, la saison, on la maîtrise. Là, s'ils y vont pas, il va peut-être y avoir la petite sonnette d'alarme, tu vois. Donc voilà, on reste dans le flou avec les Cowboys et on va rester dans le flou avec ma flop équipe, les Chicago Bears. Alors les Chicago Bears, moi je pensais qu'ils allaient s'imposer contre les Cards, surtout contre une défense des Cards qui était, je trouve, plutôt inquiétante depuis le début de la saison. C'était surtout l'équipe des Cards vivait et mourait un petit peu avec son attaque. C'était si l'attaque était flamboyante, elle arrivait à gommer les défauts de la défense et il pouvait remporter le match. Mais inversement, si l'attaque n'était pas présente, ça allait rompre. Et avec cette belle attaque des Bears, qui commençait en plus à montrer aussi quelques beaux signes, là, ils se sont retrouvés complètement détruits. Alors, pour le coup, c'est victoire des Cards 29-9. Comme ça, c'est clair. Et le problème, il est simple. Là, le problème des Bears, en tout cas sur ce match, c'est les lignes. Que ce soit la ligne offensive ou que ce soit la ligne défensive, les Bears, c'était dégueulasse. Ça veut dire que la ligne offensive laissait constamment Caleb Williams sous pression et la ligne défensive laissait littéralement James Conner faire sa vie. En fait, il se baladait sur le terrain et puis merci, au revoir. Donc voilà. Et Eberflus, finalement, moi je louais un petit peu sa force. Je trouvais qu'il était plutôt pas mal en tant que coach, qu'il avait donné un bon élan, notamment un élan défensif à cette équipe, et qui commençait petit à petit à prendre ses marques et à imposer son jeu aussi offensif. Là, je sais pas où ça va les Bears. Pour le coup, Caleb Williams, c'est 22 passes réussies sur 41. Donc c'est dérisoire. Et par contre, la seule lueur d'espoir, c'est Rome Odunze qui vraiment il commence à s'imposer de plus en plus. 5 réceptions sur 7 targets, 104 yards. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, vraiment, les Bears, là, pour moi, j'ai lâché. Je crois que dans mon prono aussi, j'avais mis les Bears, donc quelle n'était pas ma déception. Après, les Cardinals étaient quand même en bonne forme sur les derniers matchs. Donc finalement, pas très très étonné, juste un petit peu déçu par leur défense sur ce match-là, parce qu'elle était quand même très consistante
sur les 8 premières semaines. Mais voilà, il va y avoir des matchs avec, des matchs sans. Et j'ai l'impression que Caleb Williams, c'est un petit peu compliqué comme cette saison. Il a sorti des belles perfs, on va pas lui enlever ça. Mais sur l'intégralité des 8 premières semaines, c'est compliqué. C'est compliqué de son côté. Les lignes, effectivement, ça a été quand même un petit peu considéré durant l'intersaison. Pas autant que les Commanders, par exemple, mais malgré tout, il y a eu des investissements à la draft quelques années auparavant. Et ça a du mal, quoi. Ça a du mal. Donc, de toute façon, c'est toujours la même chose. Quand tu mets n'importe quel QB, mais d'autant plus un QB rookie, quel que soit son talent, s'il n'a pas le temps pour lancer, c'est compliqué. Et on savait qu'Alec Williams, l'un de ses défauts, c'était de garder peut-être le ballon un petit peu trop longtemps et de lire le jeu un petit peu moins rapidement que d'autres. Donc, ça, mis bout à bout, oui, ça donne que 9 points contre ces Cardinals-là qui, tu parlais en plus défensivement, se sont renforcés à la trade deadline en prenant Browning des Broncos, un outside linebacker qui est plutôt spécialisé dans le pass rush. Donc ouais, plutôt bien pour les Cardinals en tout cas, et compliqué pour les Bears. Maintenant, personnellement, je ne les voyais pas en playoff, trop court encore. C'est toujours une équipe en construction, en reconstruction, et en plus, pour ne rien arranger dans une division très relevée. Mais écoute, ils sont quand même à 4 partout sur cette saison. Les 4 victoires, c'est des victoires qu'ils devaient remporter contre des équipes peut-être un petit peu plus faibles, mais ils l'ont fait, donc c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de mieux. On ne savait pas si c'était une bonne idée de reconduire Eberflus cette saison. La question, je pense, se posera de nouveau à la fin de saison, quel que soit le bilan final. Ouais, tout à fait. Mais ouais, non, moi ça m'arrange pas. Moi je les avais annoncés à 9 victoires. Du coup, moi cette histoire ça m'arrange pas. Tu vois, je suis un petit peu. Surtout qu'après les matchs qui vont arriver du côté des Bears, ça va être cadeau. Ça va pas être cadeau justement. Ça va affronter les Packers, les Vikings et puis les Lions. Les 49ers, de nouveau les Vikings, les Lions, les Seahawks et les Packers. Merci, au revoir. T'as oublié de citer les Patriots la semaine prochaine, mais je ne t'en veux pas. Non, mais c'était voulu. Donc la prochaine victoire ou leur dernière victoire de la saison sera la semaine prochaine. Profitez-en, supporters des Bears. Mais oui, c'est vrai que le fin de calendrier, après ils avaient rencontré quasiment personne de leur division. Je dis quasiment, je regarde, non, personne. Donc oui, effectivement, ça va se durcir complètement. Packers, Vikings et Lions 3 fois sur les 8 derniers matchs ou les 9 derniers matchs. Ouais, bon courage les gars. Ouais. Non, et puis, en tout cas, très content. Bravo du côté des Cards. Et pareil, c'est incroyable quand tu vas voir l'affiche. C'est-à-dire que il a envoyé des petites passes à tout le monde, Kyler Murray, et ça a fonctionné. Pour dire, le meilleur receveur de la rencontre, c'est Trey McBride avec 3 réceptions pour 35 yards. Et il y a 6 joueurs au-dessus de 10 yards de réception. Donc en fait, il a distillé un peu à tout le monde. Ça a fonctionné. Ils ont un jeu au sol qui est ultra dangereux et qui du coup laisse du temps aussi à Murray pour lancer. Et voilà, 13 sur 20, 154 yards. Et puis pour le coup aussi, Caleb Williams, et tu le disais, c'est super intéressant, mais c'est vrai qu'il prend du temps pour ses lectures et pour lâcher son ballon. Et du coup, avec cette ligne-là assez poreuse, ça le force constamment à devoir sortir de sa poche et à faire des courses, mais en fait des courses où il va lancer un ballon qui va jamais arriver à son receveur. Et en fait, c'est des courses qui, accumulées, en fait, en fin de match, il va être ultra fatigué et il va encore moins bien réfléchir. Et du coup, il va encore prendre de moins bonnes décisions. Et en fait, c'est une sorte de cercle vicieux et où en fait, il va jamais s'arrêter à prendre des mauvaises décisions parce qu'en fait, il est forcé lui-même par son jeu de prendre du temps, mais contraint par sa ligne de jouer vite. Et en fait, c'est un casse-tête monumental pour un joueur qui, on le rappelle, et c'est vrai, tu l'as dit, il est rookie, donc il n'est pas encore là en bon gestionnaire, que ce soit de sa poche, de son jeu et de son cardio, quoi. Ouais, et puis au-delà de ces jeux de course, c'est aussi le nombre de sacs, il s'en prend encore 6 sur ce match-là. Finir au minimum, parce que ça compte même pas les QB hits, au minimum 6 fois la tête dans le gazon. C'est fatigant physiquement, se prendre des coups comme ça à longueur de match, c'est fatigant. Et on parlait du fait justement de devoir, de son côté, vouloir allonger les jeux en étant sous pression, en scramblant, tout ce que tu veux. C'est 6 sacs, mais ils perdent 45 yards. C'est l'équivalent d'un demi-terrain en football américain, c'est pas possible. Là c'est vraiment un reproche envers Caleb Williams, le fait qu'il s'en prenne 6. Il y a parfois des moments où lui, il a une lecture trop lente, mais aussi parfois où la pression arrive trop rapidement.
Mais 45 yards, accepte le sac, mets-toi par terre, fous-toi en boule, je sais pas, position fétale, tout ce que tu veux, mais tu peux pas perdre autant de terrain, c'est pas possible, 45 yards. Si je prends d'autres exemples, Il donne la moitié d'un terrain en fait à l'adversaire, quoi. Il donne la sur moitié d'un terrain à lui tout seul. Lorenz, par exemple, s'il a pris 2 sacs, c'est 14 yards en cumulé. Je crois que j'ai vu tout à l'heure, si je retrouve la stat, c'est Cousins. Il s'est pris 2 sacs pour 12 yards. Ouais. Prescott s'en est pris 3 pour 7 yards. Voilà, tu vois, il y a ce truc-là de se prendre un sac où effectivement, bah, tu perds un down, très bien, tu recules un tout petit peu, mais 45 yards, c'est pas possible. C'est pas possible en effet. Effectivement, quand tu te prends un sac en première ou deuxième tentative, tu recules de 10 voire 15 yards, bah ouais, c'est compliqué pour lancer un deuxième ou un troisième down, quoi. Donc, ouais. Ça, c'est quelque chose qu'il va devoir améliorer. On le savait au moment de sa draft. C'est confirmé en NFL. Il va forcément progresser, le joueur. C'est évident. Mais ouais, il y a des hauts, il y a des bas. Et il va falloir trouver de la régularité pour pouvoir emmener les Bears un petit peu plus haut que ce qu'ils sont actuellement. Ouais, tout à fait. Et puis, aussi bien protéger son QB parce que je pense on en fait souvent. On n'est pas du tout affilié à Netflix, mais on en fait souvent la promo des séries receveurs et puis quarterback. Allez voir si vous l'avez pas vu la série quarterback. On le voit bien ce côté-là, notamment avec Cousins. Quand les nombres de coups qui se prennent, et après c'est des séances particulières avec des masseurs chez eux, avec des kinés, des chiropracteurs et puis des bains d'eau froide et tout. C'est vraiment, ils se prennent des coups pour le corps, c'est très fatigant, et même si la saison est pas aussi longue qu'une saison NBA, NHL ou de baseball MLB, euh, le corps prend beaucoup en fait sur ce court laps de temps, et c'est très intense justement. Donc voilà, pour pas le fatiguer tout de suite alors qu'il est tout nouveau dans la ligue, voilà, essayer d'en prendre soin. Surtout quand c'est le numéro 1 de la ligue, normalement, on essaie d'en prendre soin un minimum. Après, il y a 2 joueurs, je pense, qui étaient titulaires initialement sur la ligne offensive. Il y a Ryan Bates, le centre, et Bill Murray, le garde. Bill Murray, j'ai peut-être un petit doute sur le fait qu'il était titulaire à ce moment-là. Ça peut jouer aussi, mais voilà, c'est le lot aussi de toutes les équipes d'avoir des blessures. Il faut réussir à outrepasser. Après, quand c'est des pièces importantes, c'est plus difficile. On pense par exemple aux Buccaneers avec les 2 receveurs, ou à un moment donné sur les Seahawks, sur la semaine 3 ou 4, où ils avaient la moitié de leur défense blessée. Mais voilà, ça peut être une raison, mais pas une excuse de son côté. Ouais. Exactement. Eh ben écoute, tout ça c'est très bien. On va passer au compte-rendu de la semaine. Donc je vais parler des matchs qu'on n'a peut-être pas forcément évoqués en donnant le résultat. Tu n'hésites pas, PA, si tu as envie de t'arrêter sur un match en particulier. Et puis bah, sinon, moi je continue de le diffuser, enfin d'édicter la liste. Donc, on a du coup les Jets, on l'a dit, qui ont gagné 21-13 face aux Texans. Les Falcons ont gagné 27-21 face aux Cowboys. Buffalo s'est imposé 30-27 face à Miami dans un très très beau match aussi. Buffalo impressionne vraiment. Les Bengals... sur un field goal quasiment la dernière seconde. Ouais, voilà. Ah non, mais c'est ça. Et non, vraiment incroyable. Les ressources des Bills, moi, ils m'impressionnent. Je pense que finalement, c'est l'équipe qui m'impressionne le plus cette saison. C'était une des équipes pour lesquelles j'y croyais le moins, parce que vraiment, je me suis dit que ça allait être difficile cette année. Et au final, c'est très très fort, et c'est surtout très homogène. Donc, bravo à eux. Les Bengals se sont imposés 41-24 face aux Raiders. Les Chargers se sont imposés 27-10 face aux Browns. Les Titans se sont imposés 20-17 face aux Patriots. Ensuite, nous avons les Commanders qui se sont imposés 27-22 face aux Giants. Match aussi super intéressant. Moi, en début de saison, on m'aurait dit Commanders-Giants, je soufflais, mais finalement, c'était un beau match. On a vite fait parler tout à l'heure des Commanders, mais pareil, les Giants, voilà, ça gagne pas, mais ça monte en puissance. Ça monte des choses, je suis d'accord. C'est pas déconnant, et même Daniel Jones, il y a quelques petits clins d'œil à 2022, la saison où ils vont en playoff. Je trouve plutôt intéressant. Donc c'est surtout Trey qui va être content pour faire ses petits comparatifs avec Trevor Lawrence. Il aura raison comme ça à la fin de la saison. Il sera heureux. Pour Jones, c'est le premier touchdown à domicile depuis décembre 2022. Ça faisait plus de 600 jours que les supporters de Giants n'avaient pas vu un touchdown de Daniel Jones à domicile au MetLife Stadium.
Ouais, c'est. Ah, la stat fait peur. Là, Il a été ouais, blessé l'année dernière, effectivement. Il a quand même fait un certain nombre de matchs, ouais, mais la stat fait peur. 2 ans, quasiment 2 ans sans voir de touchdown de ton quarterback, c'est compliqué. Ouais. tout à fait. Ensuite, les Panthers se sont imposés 23-22 face aux Saints. Les Ravens ont gagné donc 41-10 face aux Broncos. Les Eagles se sont imposés 28-23 face aux Jags. Arizona 29-9 face aux Bears. Les Lions se sont imposés 24-14 face aux Packers. Les Rams se sont imposés 26-20 face aux Seahawks en overtime également. C'est pareil, c'était un beau match. Les Rams, ça fait plaisir. Hein. Franchement, les Rams, c'est bien coaché et on voit que quand ils ont leur pièce maîtresse, ça peut aller taper n'importe qui. Ouais, grosse déception quand même côté Seahawks parce qu'ils avaient quand même bien le match en main et il y a un pick six du coup retourné pour un touchdown du côté des Rams et en revoyant l'action, il semblerait que Geno Smith a été touché juste avant son lancer, donc tout à fait légalement évidemment, mais a été touché par 7-0, donc ça doit être Jared Verse. Ce qui fait que le ballon a eu moins de puissance et c'est comme ça que le corner a pu catcher et retourner pour un touchdown. Mais dommage pour les Seahawks qui semblaient avoir le match bien en main en plus à domicile et qui le perdent en overtime. Exactement. Ensuite, le mauvais œil de PA est passé. Les Vikings ont gagné 21-13 face aux Colts. Et puis du coup, Kansas City s'est imposé 30-24 face aux Buccaneers en overtime. L'overtime, le passage préféré de Doug en match. C'est ce qu'il préfère généralement. Il aime le dire. Et puis on rappelle que les Steelers et les 49ers étaient en bye week. C'était Byron Young pour les Rams, le 0. Pardon, pas Jared Verse. Ok. Du côté des pronos, parce que c'est Voilà. important quand même les pronos. Ouais. Voilà. Donc du coup, je vais avoir la totalité, mais je vais aussi ressortir certains chiffres de la semaine. Et là, bravo à GG, qui nous a fait un 13 bon prono sur la semaine. Donc bravo à lui, des applaudissements de toute la foule. Ça la première et la dernière fois de la saison. GG Nostradamus et le chiffre 13, ça fait peur quand même. Attention. Hein. Ouais. Et, très en moins bon prono avec 9. Sinon, on se tient tous dans un petit mouchoir avec 10 et 11. Ce qui donne du coup en totalité donc GG Alex à égalité avec 79, Trey à 81, Doug à 85, Anto à 86 et moi-même à 89. Donc, c'est quand même relativement serré. Voilà, moins de 10 pronos entre le premier et le dernier. Donc rien n'est fait, on n'est qu'en milieu de saison et ouais. Il y aura encore beaucoup de surprises. Donc ça va être intéressant. Ouais. Si GG commence à remonter comme ça, il y a moyen. J'ai toujours, c'est du 80-20. Là, il était dans sa phase 20% de juste, tu vois, donc plutôt positif de son côté, où il a fait des dingueries et s'est tombé sur du bon côté, mais on verra la semaine prochaine. Tout à fait. Eh ben écoute, on va pouvoir clore tranquillement avec la petite preview du Thursday Night Football qui va voir s'affronter les Cincinnati Bengals face aux Baltimore Ravens. Alors ça, c'est une belle affiche. Je vais te laisser commencer à en parler si tu veux, PA. Vas-y, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce match ? Ça va être ultra intéressant parce que le match aller entre les deux avait été quand même extrêmement serré. Ça s'était fini en overtime sur un 41-38 avec beaucoup de regrets du côté des Bengals qui avaient eux aussi le match en main comme les Seahawks cette semaine. C'est vrai que les Ravens paraissent un peu insubmersibles, rouleau compresseur ou tout ce que tu veux. On avait peur sur le match aller que les Bengals se prennent 250 yards en une mi-temps par Derrick Henry. En fait, il n'en avait rien été. Il avait réussi à faire une grosse course, mais justement en overtime, sinon il avait été plutôt bien contenu. Donc, à voir si les Bengals peuvent rééditer. On a l'impression qu'il y a eu un changement depuis 2-3 semaines du côté des Bengals, où ils se prennent beaucoup moins de yards, de points, ou tout ce que tu veux. Là, si tu reprends le calendrier, justement, depuis la défaite contre les Ravens, ils se sont pris 7 points contre les Giants, 14 contre les Browns, une grosse branlée contre les Eagles avec 37 points, avec une défaite 37-17, et 24 points contre les Raiders, et en attaque, ça fonctionne. Donc à voir, on sait qu'un des points faibles des Ravens cette saison, c'est le jeu aérien, en tout cas en défense. Donc à voir, on va sûrement repartir sur un shutout comme au match aller.
Après, c'est un match du jeudi, on sait que ça peut être aussi débridé. Mais voilà, c'est à domicile pour les Ravens, donc je pense qu'ils seront favoris et ça semble à une évidence. Je serais pas étonné que les Bengals le remportent. En tout cas, je perçois ça plutôt comme un match serré, parce que toujours la même chose, intra-division, tout ce que tu veux. Mais je trouve que les Bengals reviennent bien en forme, donc attention à eux. Ouais, moi je vais te suivre, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Déjà, je pense qu'offensivement, ouais, la rencontre va être belle. Ça veut dire que ça va dans tous les sens, ça va fuser. C'est sûr qu'il y a quand même deux identités. On va dire il y a des Bengals qui vont plutôt jouer, qui vont forcer sur le côté aérien du jeu offensivement, alors que les Ravens, ça va être plutôt sur le jeu au sol. De toute façon, les Ravens, ils sont au sol, défensivement, offensivement, ils sont au sol partout. Je pense que ouais, ça peut être un match serré parce que n'empêche les Bengals du début de saison n'ont plus le même visage que ce début de saison où vraiment c'était très très compliqué. J'ai l'impression qu'ils montent doucement mais sûrement en puissance. Donc je pense qu'ils vont quand même tenir la barre des Ravens. S'ils veulent accrocher encore cette division qui va être encore âprement combattu entre les Steelers, les Ravens et puis eux-mêmes, je pense qu'il faut qu'ils remportent ce match. Ils sont obligés s'ils veulent raccrocher le wagon. Donc ils vont faire tout pour, en tout cas. Est-ce que les Ravens vont appuyer autre part que sur le jeu au sol? Je sais pas, parce que niveau défense au sol, les Bengals, c'est pas encore trop ça. Donc j'ai l'impression que ça va surjouer entre Jackson et Henry pour percer la chose. Attention quand même, parce que des fois, il y a quelques trous d'air du côté de la défense des Bengals. Et il y a un certain Zay Flowers qui, en début de saison, était totalement fantomatique. Et le match qui l'a débloqué, c'est contre Cincinnati, où il avait fait 7 réceptions et 111 yards. Et depuis, il est présent et il s'impose comme le receveur numéro 1. Donc voilà. Et par contre, de l'autre côté, j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup depuis 2 matchs, depuis contre Philadelphie et puis là contre les Riders, Mike Gesicki du côté des Bengals aussi, qui là ça y est, là il explose. Au début c'était complètement inexistant. Il est même sorti un match, je crois, contre les Panthers à -9 en yards pour dire. Là, ça y est, 73 yards, 100 yards, 7 réceptions. Il met 2 touchdowns sur le dernier match. Donc j'ai l'impression qu'il est en forme. J'aime bien aussi, j'ai jamais le nom, Yonivas. Yosivas, voilà, comme d'hab, j'écorche tous les noms du monde, c'est parfait. Mais j'aime pas mal aussi Yosivas, même si c'est quand même très léger. Mais voilà, j'ai l'impression que de toute façon, des cibles, Burrow, il en a à l'appel. Et de toute façon, il sait transformer des cibles moyennes en bonnes cibles. Donc voilà, je pense que ça va être un match qui va fuser au niveau des points. Mais pareil, je pense que la marge va être un petit peu trop haute pour les Bengals. Donc je vois bien une victoire quand même des Ravens. Il y a des chances. Effectivement, maintenant, tout dépendra aussi de la pression que vont arriver à mettre le pass rush des Bengals sur Lamar Jackson. Ils avaient très bien réussi au match aller malgré tout. Donc ça va jouer là-dessus. Ouais. Et puis le retour de T. Higgins, je pense que ça peut faire que du bien à cette attaque aussi des Bengals. Pour pas trop dépendre effectivement de Gesicki, de Chase, comme tu disais. Ouais. Ah, ils ont trop de cibles, ces Bengals. C'est incroyable. Il faut qu'ils jouent à fond dessus. Bon, en tout cas, c'est comme ça que l'on va clore cet épisode, PA. Je te remercie. N'hésitez pas, surtout, le front office sur Twitter, sur Instagram. Le front office aussi, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur vos plateformes de podcast préférées. Hein. On est partout, Deezer, Spotify, Google Cast, Apple Podcast. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Twitch pour les lives avec un prochain top. Hein, on ne sait pas encore, on l'annonce un petit peu, mais on ne sait pas encore trop sur ce qu'on va choisir. Je crois que c'est running back normalement. Hein. Mais bon, on va pas trop s'avancer, PA, on va pas commencer à dire. Ou si nous on veut running back, voilà, c'est ça, PA. Tight end ou running back. Voilà, tight end ou running back. Ah, tight end, non mais c'est pour placer Kittle, c'est bon. Bah bien sûr. Bon.
On verra ça, on aura l'occasion de se battre en live en tout cas pour ça. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à venir sur le Discord, vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus aussi à participer, à alimenter les divers salons, hein, que ce soit vraiment focus sur la NFL ou sur des choses en parallèle, hein, la collection de cartes, le foot en France, au Canada et autres où j'en passe. Et puis même des fois à parler d'un peu d'autres sports, en tout cas... on vous remercie de participer, on vous remercie d'alimenter, des fois aussi de nous donner les infos, parce qu'on ne peut pas être sur toutes les infos tout le temps. Donc des fois on pioche aussi de votre côté. Donc un big up à toute la communauté du Discord. Et puis on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne fin de semaine à n'importe quel moment à quel vous écoutez ce podcast. Et puis le prochain podcast sera preview de la semaine 10, si je ne me trompe pas. C'est ça. Merci PA, à bientôt et vive le football.